C'est le plus difficile comme dernier orateur. Je crains qu'avec toutes ces paroles très nobles de cette ouverture d'année académique, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, cher Peter, beste Peter, beste vriend, chers amis, chère famille, chère Lydia, Mesdames et Messieurs les ministres et représentants du monde politique, Excellences, chers membres de l'Assemblée plénière, chers collègues artistes scientifiques et étudiants, chers membres et amis de la communauté universitaire. La culture n'est pas un luxe, et encore moins un luxe superflu. Elle est certainement l'un des trois systèmes qui contribuent à la société équilibrée: la politique, l'économie et la culture. Dans une société saine, ces trois systèmes doivent trouver un modus vivendi. Ils doivent trouver un équilibre stable, former une base solide, comme les trois côtes aux côtés d'un même triangle. Une tension est toujours présente dans le système, mais elle crée une dynamique. Et un sentiment de méfiance peut se développer si cet équilibre se fragilise. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'économie détermine l'agenda politique, tandis que la culture est abordée trop souvent sous un angle presque exclusivement économique. La culture est à la base d'une communauté. C'est un socle que les gens partagent et ont en commun, tout en cultivant des différences. La culture est hétérogène et donne un sens à la vie. En ce sens, elle est un bien commun, au même titre que l'eau et l'énergie. Cette réalité exige dès lors une double responsabilité publique, celle du secteur culturel envers la société civile, mais aussi celle du champ politique envers la culture. Ces dynamiques ont souvent été mues par les relations tempétueuses, souvent cristallisées dans des lieux de culture. On a pu le voir récemment à Rome, où par crainte d'une privatisation de l'eau, des artistes et des membres de la société civile ont occupé le plus vieux théâtre de Rome, Teatro Valle Occupato. De la même manière, en mai 68, des artistes et des étudiants ont occupé le Palais des Beaux-Arts, sous la conduite de Marcel Brotars et de Roger Somville. Les théâtres et les autres lieux de culture sont aujourd'hui des lieux publics de discussion et de création qu'il faut préserver et développer en espace public ou agora. Pour cet hiver, nos hommes politiques ont préparé un plan d'urgence pour éviter un blackout total de l'approvisionnement énergétique. Mais ont-ils aussi une stratégie long terme pour contrer un échec culturel, éducatif et scientifique? Et dans quels grands projets culturels et éducatifs vont-ils investir? La culture, en tant qu'ensemble d'habitudes et d'usages, a certes un rôle de conservation. Conserver est un bien, un des objets premiers des musées. Par contre, des institutions culturelles comme le Palais des Beaux-Arts et la Monnaie ont également pour mission de réinterpréter et de réactualiser notre acquis culturel. Le secteur culturel est surtout connu pour être progressiste. Depuis l'avant-garde, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'art a délibérément mis l'accent sur la rupture et l'artiste prend la température et précède les faits. C'est là le vrai sens de la créativité.
se distancer de l'ordre du jour pour oser penser la réalité autrement. Cette clairvoyance remet en question le sens commun. Art et science ici se touchent. Le grand art et la science exigent l'un comme l'autre un saut de l'imagination vers une autre réalité. En ce qui me concerne, j'ai la conviction que le don de l'imagination est aussi important que le talent d'observer le savoir absolu. La force de l'imagination et la créativité ne demandent pas seulement un échange de connaissances, elle exige aussi l'espace et le temps suffisants pour pouvoir prendre des distances. Que ce soit dans son cabinet de travail, au laboratoire, à l'atelier, pendant ou après son travail, face aux dictats financiers et administratifs, la recherche fondamentale et indépendante vient subir une très forte pression qui semble laisser un peu de marge pour l'imagination. Toutefois, la créativité se laisse difficilement administrer. En des moments de crise, institutions culturelles et universités doivent se soutenir les unes les autres pour préserver une créativité radicale. Ensemble, elles peuvent transformer l'espace public libre en faveur d'un déploiement de l'imagination, de la créativité. Je ne veux pas tant parler de la recherche dans les arts, des autres études artistiques, des masters après masters ou des instituts qui associent les collections d'art et études, comme par exemple le magnifique Courtauld Institute de Londres. Non, je veux parler des projets de recherche qui abordent de front les grandes questions actuelles. Migration, écologie, urbanité, le monde numérique. Je crois profondément dans la force spéculative et performante des artistes sur ces grandes questions, tant envers les citoyens que le monde politique. Leur core business, c'est la construction d'images et de concepts. La créativité, ce n'est pas seulement un moment de prise de distance et d'isolation. C'est aussi un moment de retour pour quitter sa zone de confort et de retourner dans la réalité. Une médiation reste indispensable. Et pour cela, des institutions culturelles comme la Monnaie et le Palais des Beaux-Arts sont des lieux idéaux. Peter de Caluwe et moi-même ne sommes pas des artistes. Nous offrons un podium aux artistes et aux intellectuels. Nous sommes des intermédiaires pour rapprocher les gens et renforcer le soft power belge et européen intramuros, mais aussi dans le monde. Nous croyons à l'utopie du Gesamtkunstwerk. N'oublions pas, sans culture, il n'y a pas d'avenir pour nos communautés culturelles, pour la Belgique et pour l'Europe. Il faut briser les barrières, forcer l'entrée sur le terrain politique et économique et maintenir le dialogue en vie et montrer une grande forme d'empathie entre nos partenariats. Ces 4 dernières années, le Palais des Beaux-Arts investit beaucoup de temps dans l'organisation de rencontres entre décideurs politiques, artistes et scientifiques, tant en Belgique qu'au niveau international. Sur le plan européen, cela a donné naissance au New Narrative for Europe, ou un nouveau récit pour l'Europe. Un projet pilote du Parlement européen avec une participation active de la Commission européenne. Nous avons organisé des débats à Bruxelles, Varsovie, Berlin, Édimbourg, Madrid et à Venise. Plus de 1000 artistes intellectuels et scientifiques y ont pris part, tels que Giorgio Conrad, Rem Koolhaas, Luc Tuymans ou Jean-Marc Ferry. Des rencontres ont eu lieu avec Barroso, Donald Tusk, Martin Schulz, Angela Merkel et beaucoup d'autres. Et une déclaration commune a été rédigée sous le titre « L'esprit et le corps de l'Europe ».
permettez-moi de citer ici la dernière phrase de ce texte. En tant qu'artistes, intellectuels et scientifiques, il est de notre mission d'offrir un récit qui aidera à stimuler le débat sur le futur de l'Europe. La Renaissance et le cosmopolitisme sont deux idiots culturels que nous voyons comme des éléments vitaux de l'Europe aujourd'hui et de demain. Fin de citation. Dans un nouveau contexte, les universités européennes ont bien sûr un rôle clé à jouer pour développer cette renaissance. 1000 ans après la création de l'Université de Bologne, la réforme du même nom a vu l'élargissement de l'espace européen pour l'enseignement supérieur. Et je le sais, cette réalisation a aussi ses côtés négatifs et pénibles. Mais l'idée qui a présidé garde toute sa pertinence. Permettre la mobilité des étudiants, des professeurs et chercheurs scientifiques, avec notamment le soutien de programmes européens tels que Erasmus. Et Erasme, ce philosophe qui a séjourné ici à Bruxelles en 1521 et qui voyait dans le monde la patrie commune de tous les êtres humains. Mais comment faire advenir une nouvelle renaissance? Je dirais par un double mouvement d'inclusivité et d'exclusivité à la fois pour le monde culturel et universitaire. Nous devons chérir un modèle qui se veut inclusif, par définition. Ouverture, dialogue, respect des différences et égalité des chances en sont les bases. Et pour ce qui est de la démocratisation de l'enseignement supérieur, il reste par exemple encore du pain sur la planche dans notre pays. À en croire le dernier rapport de l'OCDE, Education at a Glance, moins de 6% des jeunes issus des familles défavorisées franchissent le seuil de l'enseignement supérieur. Quant à la culture, les chiffres sont sans doute plus rares, même si elle se veut plus inclusive. Art et sciences de haut niveau sont aussi par définition inclusifs. Ce message de Luc Tuymans, peintre et artiste, a fait sursauter le président Barroso. Exclusivité signifie pour lui ici qualité, caractère exceptionnel, audace, radicalité et contradiction. Et nous devons préserver ces caractéristiques sans tenir compte de la pression économique ou politique. Les étudiants doivent retrousser les manches et oser l'excellence et la créativité. Nous devons les nourrir tout en trouvant un équilibre entre résultats qualitatifs et quantitatifs. La création et l'innovation sont les matières premières de l'Europe. Et nous devons continuer à investir dans des personnes qui peuvent faire la différence. Unissons nos forces à travers le modèle de coproduction bruxellois et européen. Monsieur le Président, et vous tous ici présents, je suis très honoré de recevoir le titre de docteur honoris causa. Je considère cet honneur comme une reconnaissance de l'importance de la culture en général et du parcours culturel du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles au cours des 12 dernières années. Nous sommes descendus du monde des arts et nous avons créé des connexions un peu partout dans cette ville, dans ce pays, sur le plan européen et sur d'autres continents. L'honneur qui m'est fait revient aussi à tous. Ma famille, mes amis, mes collaborateurs et aux milliers de nos partenaires culturels, politiques et économiques, et aux innombrables artistes et chercheurs avec qui nous avons collaboré et avec qui nous avons des projets pour l'avenir. De nouveaux horizons s'ouvrent. Osons franchir le pas ensemble vers un avenir partagé
et de nouvelles réalités. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée académique et terminons aussi avec un autre proverbe africain. Si on veut aller vite, il faut aller tout seul, mais si nous voulons aller loin, il faut aller ensemble. Merci.